À l'écoute. Yo Kamela. Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi unvwa. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Bon début de semaine à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission plutôt, à l'écoute. Et sur ce lundi, je reçois Monsieur Joseph Edeba, qui est cadre du parti politique LGD du député national Matata Pogno. Et ce lundi, nous allons débattre sur l'actualité, échanger sur un sujet sur le gouvernement d'union nationale tel qu'annoncé par le président de la République, notamment un gouvernement qui va permettre la cohésion, notamment pour faire face à l'agression rwandaise qui sévit dans la partie est de notre pays. Bonjour Monsieur Joseph. Bonjour Madame Zahel, bonjour à tous les téléspectateurs de votre émission. C'est un réel plaisir de me retrouver encore une fois sur ce plateau pour échanger avec la population concernant les enjeux de l'heure, la politique nationale, mais aussi les issues nécessaires pour le rétablissement durable de la paix et de la sécurité dans notre pays. Comment se porte votre famille politique? Non, mais notre parti, le LGD, se porte très bien. Vous savez, nous étions très récemment dans des travaux préparatoires pour nous apprêter aux gymnastiques probables des discussions qui se profilent à l'horizon. Nous avons terminé il y a quelques jours ces travaux, en attendant que les choses évoluent pour que nous puissions aussi nous adapter à la réalité. Notre parti se porte très bien, les gens ne cessent d'adhérer, les gens ne cessent de nous demander comment adhérer, c'est facile. Rendez-vous à nos sièges qui sont respectivement dans vos communes, afin de, n'est-ce pas, avoir les informations irrélatives et adhérer convenablement en achetant sa carte de membre, mais aussi en s'adhérant avec ses deux photos de passeport. Monsieur Joseph Edeba, Matata Pogno, qui est le président national de votre formation politique, des nouveaux invités pour se présenter devant à la Cour constitutionnelle sur le procès Bukanga Lonzo. Mais Matata Pogno qui crie à l'acharnement pour lui, pour se présenter encore de nouveau devant les juges. Pour Matata Pogno, c'est une pression mise par le gouvernement pour adhérer au gouvernement d'union nationale ou à l'union sacrée. Exactement, madame, comme vous l'avez d'ailleurs introduit. Je commence d'ailleurs par saluer aussi, en même temps, mon président national, l'ancien Premier ministre, l'honorable Matata Pogno Mapon, qui aujourd'hui est le symbole de la lutte, le symbole de la résistance. Madame, il n'y a pas un politique dans ce pays qui a subi de la pression comme les subit aujourd'hui notre président national. Il faut commencer par le saluer et dire que c'est une inspiration pour nous autres qui vous suivons. Mais aussi, je salue le secrétaire général Franklin Chamala, qui est aussi quelqu'un de très brave, qui a su démontrer son attachement, sa loyauté, mais aussi les services rendus à la population. Vous savez, madame, comme vous l'avez introduit, notre président national subit ce qu'on appelle de l'acharnement. L'acharnement à outrance, madame. Le dossier Bukanga Lonzo, je dois le dire ici, n'est qu'un dossier politico-judiciaire. C'est un dossier qui a été créé pour tétaniser un opposant. Parce qu'on a menacé Matata de travailler et d'adhérer à l'union sacrée. Matata a refusé. Et c'est à cet effet que le dossier a été créé contre lui. Parce que jusqu'à ce jour, madame, vous savez, il y a un arrêt rendu de la Cour constitutionnelle qui existe. C'est-à-dire que les rappels de ce dossier
ressortir ces dossiers, c'est violer constamment et continuellement la Constitution. Il y a un arrêt rendu. Les arrêts de la Cour ne sont ni révisables. Vous ne pouvez pas les amender. Vous ne pouvez pas en discuter. C'est comme Dieu qui parle. Alors, il y a un arrêt rendu, mais quand même, le régime en place s'arrange avec, évidemment, il faut le dire, la présidence de la République pour ressortir un dossier politico-judiciaire afin de faire la pression à un citoyen sérieux qui existe dans ce pays, mais qui a aussi délivré des résultats de par sa gestion dans ce pays. Vous savez, madame, Matata Ponyo n'a jamais fait la justice. Depuis la création de ces fameux dossiers Bokanga Lonzo, dont Matata n'a jamais volé un seul dollar, il n'a jamais quitté le pays. Pourtant, l'exil lui a été proposé par beaucoup de présidents de l'Afrique, des pays d'Afrique. Il n'est jamais à l'exil. Il n'est jamais allé. Il dit, je suis citoyen congolais, je bénéficierai évidemment, parce qu'il faut parler ici de l'état des droits, de toutes les valeurs que prônent nos lois et règles fondamentaux de ce pays. Matata était à l'extérieur du pays. Il est rentré au pays, il vient affronter la justice, il vient faire face à ces fameux dossiers Bokanga Lonzo. Arrivé sur place, Matata Ponyo écrit, il faut le rappeler qu'il est le seul politique qui n'a jamais eu peur de Jules Alinguete et de l'IGF. Matata prend le courage d'écrire à Jules Alinguete, mais c'est Jules Alinguete, compte tenu de la diffamation et de tout ce qui se propage sur ma personnalité et mon nom d'avoir volé l'argent de Bokanga Lonzo, je vous demande d'enquêter sur ma gestion à partir non seulement de la primature, mais reculer même au ministère des Finances, rentrer jusqu'en 2003 quand j'ai débuté comme directeur du BCECO. Mais madame, je vous dis, M. Jules Alinguete s'est arrangé avec ses collaborateurs pour envoyer des émissaires partout, afin de trouver de la poux sur une tête de calvitie. La preuve, c'est que le résultat était zéro. M. Jules Alinguete était incapable de démontrer à la population que Matata Ponyo a volé de l'argent. Mais puisque ce fut un cas, un dossier politique, on devait à tout prix chercher à les charger. Mais les projets Bokanga Lonzo, Bokanga Lonzo est né du régime de Joseph Kabila. C'est Félix Tshisekedi, à l'époque, Félix Tshisekedi n'était pas président de la République. Comment il peut venir créer un dossier alors que ce n'était pas son régime? Sûrement qu'il a trouvé ça sur la table lorsqu'il est arrivé, lorsque le régime était dans la continuité de l'État. Il y avait déjà un dossier de justice concernant Matata Ponyo. Madame, dans ce pays, il n'y a pas que eu Matata Ponyo comme Premier ministre. Vous le savez. Après Matata, il y a eu d'autres Premiers ministres. Citez-moi ne serait-ce qu'un seul Premier ministre qui aujourd'hui est inquiété par la justice pour un délit qui ressort de sa gestion passée de la République. Bokanga Lonzo, c'était un gros projet, 200 millions de dollars américains. Madame, j'ai dit aucun. Samalou Konde a eu aussi beaucoup de projets, plus structurés peut-être en termes de finances que Bokanga Lonzo. Il n'a jamais été interpellé par la justice. Jamais. Je vous dis que dans ce pays, on a tendance à imaginer que depuis que le pays a accédé à l'indépendance, le seul Premier ministre que nous avons eu dans ce pays, c'est Matata. On va vous faire croire ça. Donc la gestion de Mozito, Adolphe Mozito, l'ancien Premier ministre Adolphe Mozito, était saine, vous pensez? Après Matata Ponyo, il y a eu Sami Badi Banga. Mais s'il n'y a pas eu de détournement, il n'y a pas eu d'accusation de... Il y a eu Sami Badi Banga, il y a eu Bruno Tchubalanzenze, il y a eu Ilunga Ilukamba. Après Ilunga Ilukamba, il y a eu Sama 1, il y a eu Sama 2. Actuellement, on a Soumino. Qui est ce Premier ministre à partir d'Adolphe Mozito qui a été interpellé par la justice pour juger une affaire qui relève de sa gestion ou de sa gouvernance dans le passé? Alors pourquoi on va en vouloir à Matata? C'est pour justement vous dire que ce qui motive le fait que le pouvoir actuel instrumentalise la justice. Pourquoi qu'est-ce que Matata Ponyo? Je vous amène comprendre. Qu'est-ce qu'il a à voir avec le régime? Je vous amène comprendre. Ce qui amène les régimes actuels d'instrumentaliser la justice, c'est justement parce que
M. Matata n'a jamais accepté de travailler avec Félix Antoine Tshisekedi. On voulait que M. Matata rentre dans l'Union sacrée dès sa création. Il a été proposé plusieurs fois d'être cadre et membre de cette union sacrée, l'union dite sacrée. Matata a refusé, prévoyant déjà ce qui allait arriver. Lui, en tant que technicien et expérimenté de gestion, il a su comprendre que derrière cette histoire d'union sacrée, c'est comme une source incalculable, la tour de Babel. Il y aura beaucoup d'ennuis. Où en sommes-nous aujourd'hui? Celui qui a refusé d'adhérer à l'union sacrée hier, aujourd'hui a totalement raison. Et c'est le cas avec Matata Ponyo, qui a refusé, mais cela lui a coûté tout ce que nous voyons en justice comme dossier Boukangalonzo. Madame, vous pensez que donc si Matata Ponyo accepte d'adhérer à l'union sacrée, on ne parlera plus du dossier du procès Boukangalonzo, vous êtes sûr? Je vais vous donner un exemple, en tout cas, Paton. Dans le dossier Boukangalonzo, quand il y avait extrait de rôle avant, on faisait appel à l'ancien Premier ministre, notre président national, Matata Ponyo Mapon. On faisait appel à M. Deogracias Mutombo, qui était le directeur général de la Banque centrale. On faisait appel à M. Christo Grobler, qui est les représentants des African Commodities. En tout cas, les gestionnaires de Boukangalonzo à l'époque, la firme internationale cotée en bourse, African Commodities. On faisait appel au ministre des Finances de l'époque. Il s'appelait Patrice Kitebi. À ce jour où je vous parle, si vous prenez l'extrait des rôles, vous n'allez plus jamais voir le nom Patrice Kitebi. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que M. Patrice Kitebi a adhéré à l'Union sacrée. Aujourd'hui, M. Patrice Kitebi est député national pour le compte de l'Union sacrée. Voilà pourquoi son nom a disparu. Mais ça ne vous explique pas tout, madame. C'est ce que nous sommes en train de dire. Si Matata aujourd'hui acceptait volontiers d'intégrer l'Union sacrée, de soutenir le chef de l'État, ces dossiers disparaîtraient d'une seconde à l'autre. Et ça, je vous dis. Mais écoutez, nous, on ne peut pas nous intimider. Ce pays n'appartient pas à l'UDPS. Ce pays n'appartient pas à la famille présidentielle du chef de l'État. Ce pays appartient à tous les Congolais qui doivent bénéficier de la redistribution de ces richesses de manière équitable. Alors, pour ce faire, nous ne nous rendons pas. Parce que vous savez, madame, la loi dit nullum crimen nulla poena sine legi. Il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de peine s'il n'y a pas de loi. Mais la Constitution ne parle pas de la sanction et de la procédure qu'on doit juger, qu'on doit, n'est-ce pas, utiliser pour juger un ancien Premier ministre et un ancien président, madame. Je vous rappelle que cet article, 164 de la Constitution, 165 de la Constitution, renferme ce qui est aujourd'hui inviolable. Vous ne pouvez pas juger Kabila. Parce qu'on parle du président et du Premier ministre. Mais cela, il faut préciser une chose, que cela soit bien en fonction. C'est-à-dire que c'est quand maintenant, par exemple, le président Félix Antoine Tshisekedi gère le pays mal, qui fait la haute trahison, que nous arrivons à le porter plainte, à l'accuser, et que respectons la procédure de réunir les deux chambres pour avoir la validation et l'autorisation de rester en justice contre le président de la République. Une fois arrivé à la Cour constitutionnelle, qui est la plus haute cour, la cour du président de la République et du Premier ministre en fonction, les juger, une fois les juger, s'ils tombent, la sanction prévue par la loi mère, la Constitution, c'est la déchéance. Mais expliquez maintenant aux Congolais comment vous allez accuser un ancien Premier ministre qui n'est plus dans la gestion, ça fait des années. Comment vous allez juger et condamner, sanctionner quelqu'un qui n'est plus au pouvoir? Parce que la loi a prévu la déchéance. Matata n'est pas Premier ministre. Vous allez, admettons que par magie, vous arriviez à les juger avec violation évidemment de la Constitution. Ben, il est jugé à la Cour constitutionnelle. Est-ce que la sanction qui lui sera donnée, ce sera quelle sanction? C'est lui de lui déchoir. Il n'est pas au pouvoir. Ben, Matata est à l'opposition. Il va se présenter, non? Non, mais écoutez, madame, nous,
nous n'obéissons pas au sentiment. Nous n'obéissons pas à l'intimidation, à l'instrumentalisation de la justice. Les LGD ne l'acceptent pas. L'invitation, écoutez, si ça respecte les normes, Matata Pogno et elle est plus d'une fois, ce n'est pas la première. Je vous rappelle que ça fait aujourd'hui 4 ans, jour pour jour, qu'on a tenté de nous déstabiliser, et c'est surtout quand il y a des grands rendez-vous au concert de la nation. Je vous rappelle, mais déjà, on a sorti du temps à Londres pour empêcher les présidents. On a reporté ces dossiers, c'était pendant les élections que la Cour constitutionnelle avait dit qu'elle allait renvoyer les dossiers à une date ultérieure. On avait des élections et voilà pourquoi ça tombe. C'est une coïncidence, là, c'était pas planifié qu'il y aurait situation des guerres à l'Est. Il y aurait, le chef de l'État allait faire appel à un gouvernement de cohésion nationale. C'était pas planifié, c'est juste une coïncidence. Directement, les LGD, vous dites que c'est une pression pour adhérer alors que c'est une simple coïncidence. La Cour constitutionnelle avait promis de revenir sur ces dossiers. Madame, juste après les élections. Vous savez, on a sorti les dossiers Bukangalonzo quand Matata Pogno a refusé d'adhérer à l'Union Sacrée. L'Union Sacrée a été créée vers 2022, si je ne m'abuse pas. Après avoir rompu avec les FCC Cash et tout, Félix Tshisekedi s'est démené à créer une structure, n'est-ce pas, qui allait l'aider à gouverner bien le pays. D'ailleurs, l'Union Sacrée, qui est composée de beaucoup de kabylistes que nous connaissons, vous et moi, n'a pas reçu l'approbation, vraiment, je vais dire l'accord, l'aval de la population, parce que c'était un fourre-tout. Mais madame, on a sorti les dossiers Bukangalonzo pour faire chanter les présidents Matata. Évidemment, au départ, quand on a su qu'ils voulaient créer un parti politique, on a ramené ces dossiers à chaud. Mais écoutez, combien de fois Matata Pogno se présentait devant la Cour? Plusieurs. La Cour constitutionnelle, on le renvoie à la Cour de cassation. La Cour de cassation lui renvoie. Et vous savez, ce qui a coûté à ces juges de l'époque. Je cite ici monsieur le professeur Kalouba. Il a été viré. L'autre, le président de la Cour de cassation, il a été aussi viré, mis en retraite. Tout ça parce qu'ils ont refusé. C'était juste une parenthèse d'être instrumentalisés. Je vais terminer par ici en quelques secondes, madame. Ils ont refusé d'être instrumentalisés par le pouvoir qui voulait à tout prix coincer M. Matata. Mais vous ne pouvez pas le coincer parce que ça doit vous plaire. Il faut vous baser sur les fondements juridiques qui existent bel et bien pour, n'est-ce pas, arriver à mettre KO celui-là. Mais écoutez, le pays est en train de nous voir et nous juger par rapport à la gestion orthodoxe des finances publiques, par rapport au progrès et au développement qu'a apporté Matata Pogno à l'époque, et celui que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. L'écart est considérable, et voilà pourquoi, face à la gravité des choses au niveau national, parlant de la sécurité nationale, vous voyez que le pouvoir active tout pour avoir Matata à ses côtés, parce que je vous rappelle que c'est grâce à la politique stratégique et le leadership de qualité que M. Matata, comme Premier ministre de l'époque, a réussi à galvaniser les troupes et à permettre à ce que les FARDC, nos FARDC, arrivent à déloger, à défenestrer l'ennemi, le M23, à l'est du pays. Et maintenant qu'il y a échec de gouvernance, on veut à tout prix l'avoir. Mais parce qu'il refuse, il faut maintenant agiter encore une fois les dossiers Bukangalonzo. Mais c'est pour, n'est-ce pas, les faire chanter. Ben, cette fois-ci, bon, puisque là, c'était au début, vous dites que c'était pour qu'il adhère à l'Union Sacrée. Là, il y a un gouvernement d'Union Sacrée, notamment pour une cohésion face à l'agression rwandaise dans la partie est du pays. Le LGD, vous êtes partant, vous êtes... Vous savez, madame, vous voyez cette feuille? Ça, c'est les aspirations des Congolais, l'attente des Congolais. Vous voyez maintenant ça? Ça, c'est les intérêts égoïstes du régime de M. Tshisekedi et de l'Union Sacrée. Je remets. Vous savez aujourd'hui ce que la population attend? Ce n'est pas les arrangements à l'UDPS. Ce n'est pas aujourd'hui la recomposition du gouvernement, le partage des postes. Ce n'est pas ce que les Congolais de l'Est attendent. Mais on veut vous mettre ensemble. Aujourd'hui, il fait plus d'un mois
C'est pas la première que le président de la République a promis la riposte rigoureuse. Il travaille sur ça. Non mais attendez, ça fait déjà plus d'un mois que l'occupant, aujourd'hui, gère une grande partie qui ressemble à des pays dans le monde, de notre pays. Les M23 aujourd'hui, l'AFC M23 gère une très grande partie de notre pays qui ressemble à d'autres pays du monde. Il faut les noter. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire en même temps? Je vous rappelle que l'attitude des dirigeants politiques de Kinshasa démontre à suffisance qu'on est déconnecté de la réalité de l'Est du pays. La proposition du chef de l'État d'avoir un gouvernement d'union nationale, c'est être en déconnexion avec la réalité qui se passe. Exactement, parce que ce n'est pas ça, s'il vous plaît, non. Qui a, notamment en 2013, qui a vécu cette situation, il peut venir apporter aussi son expertise. Ça fait... S'il a accepté, on n'a pas obligé, mais il y a une main tendue. D'abord, la main tendue du chef de l'État, c'est le symbole de l'échec. Échec. Oui, exactement. Lorsqu'on a fait le chef de l'État a approuvé. Mettons-nous ensemble parce que le pays est en danger, ça devient l'échec. Le chef de l'État a prouvé à suffisance qu'il était incompétent. Non seulement à répondre aux désidérata de la population que nous avons aujourd'hui en RDC, plus de 100 millions d'habitants. C'est les symboles de l'incompétence du régime en place. De donner à manger à toute cette population, c'est l'incompétence du régime en place d'améliorer les conditions de vie de la population, mais aussi l'incompétence foncière d'instaurer la paix durable ou de continuer avec la paix durable que nous avions. Madame, je vous rappelle, avant que le M23 réapparaisse, nous avions la paix. Et cette paix, nous l'avions gagnée. Parce que vous savez, Napoléon Bonaparte dit qu'une paix durable doit être victorieuse. C'est-à-dire qu'il faut l'imposer. Nous avons imposé la paix à l'est du pays en 2013. On vous dira, le gouvernement a signé des accords en 2023. En 2013, c'était pas arrêté parce que s'il y avait... Le gouvernement a signé avec les M23 des accords à Moubavou. Madame, je vous défie ici sûrement qu'en 2013, il y avait eu échec. Voilà pourquoi le M23 fait surface. Madame, on vous dira, je le répète, que le gouvernement a signé des accords en 2013 sans qu'on vous démontre sur papier cet accord signé par le gouvernement avec les M23 en 2013. Ça n'existe pas. C'est une histoire montée par les ennemis de la République. Les Rwandais? Non, mais attendez. Les ennemis de la République aujourd'hui, il faut voir en premier les incompétents qui nous font descendre dans l'abîme de la mauvaise gouvernance. Ok? Il faut le retenir ainsi. Donc vous n'avez pas laissé le pays aller comme ça parce écoutez, en 2013, le gouvernement a su mettre en place une opération dénommée Pomme Orange avec nos mêmes FRDC, le général Didier Etumba, les générales Amouli Baïngwa, les Mamadou Ndala et beaucoup de ces gens congolais animés par le patriotisme de défendre la nation, avec une gouvernance et un leadership de qualité de notre président national, l'honorable Matata Ponyo Mapon, l'ancien premier ministre, et l'orthodoxie de gestion de Joseph Kabila à l'époque. Nous avons réussi à défenestrer l'ennemi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier ministre s'est rendu jusqu'au champ de bataille. C'est ce que Mme Soumino a été capable de faire. C'est rendre au champ de bataille. Arriver là où il y avait les ennemis. Le premier ministre Matata de l'époque est allé jusqu'à Tchanzou. Madame. Et si la première pour aller côtoyer les galvaniser, les donner de la morale et le soutien matériel nécessaire pour combattre. Il a su identifier ce qu'avaient besoin nos militaires à l'époque. Et le gouvernement a répondu favorablement à cette demande. Et c'est ce qui a permis à ce que nous puissions rétablir la paix à l'est du pays. Ce n'était pas de la mythologie, madame. Mais aujourd'hui, nous avons des dirigeants déconnectés de la réalité. Pendant que le pays s'est fait occuper,
à l'est du pays, à l'est, Madame Souminois est en train de battre campagne. Monsieur Joseph. S'il vous plaît. Madame Le Souminois LGD est en train de battre campagne. Vous êtes réticent ou bien vous refusez d'adhérer J'en arrive, madame. J'en arrive. Madame Souminois et tout son gouvernement battaient campagne hier pour les changements de la Constitution. Je vous rappelle aussi que Madame Souminois a confondu la Constitution congolaise avec la Constitution française. Monsieur. Tout son gouvernement était sur le champ de bataille, sur les terrains aujourd'hui, comme hier, en train de battre campagne pour le changement de la Constitution. Nous avions notre pays. Mais si on a décidé de mettre la question sur le changement de la Constitution à l'écart, en attendant, on met ça à l'écart. D'abord, réglons d'abord sur les pays, c'est la patrie qui est en danger. Dès que les choses vont s'arranger, peut-être on va reprendre sur ces sujets de la Constitution. C'est ça le... Madame, pensez-vous qu'à l'époque... Malgré que le pays est menacé, les gouvernements, d'autres acteurs politiques doivent continuer à vouloir le changement de la Constitution alors que le pays est en danger. Là, mais qu'est-ce qui a changé, madame? Il faut qu'on puisse le dire. Il y a la situation de l'Est qui s'est empirée. Voilà pourquoi on ne peut plus continuer à parler de changement de la Constitution. Donc vous êtes de ceux qui pensent que la situation de notre pays à l'Est à l'époque n'avait pas grande importance quand on battait campagne pour le changement de la Constitution. Bounagana ne représentait rien pour vous. Kishiche ne représentait rien pour vous. Monsieur Adeba, je veux revenir. Vous allez adhérer, vous allez accepter la Laissez-moi arriver, madame. Je voudrais justement dire qu'hier, pendant que notre pays était occupé, tous les gouvernements étaient sur le terrain en train de battre campagne pour le changement de la Constitution. Alors qu'ils n'ont jamais été élus, ils n'ont jamais été nommés pour ces choses-là. Ça veut dire qu'il n'y a pas un plan de gouvernance, il n'y a pas un programme de gouvernance poursuivi à la lettre. Je vais vous rappeler ici les 6 piliers de Madame Souminois. Est-ce que ces 6 piliers, à ce jour, est respecté? Je vous dirai non. Parce que Madame Souminois a promis 6 400 000 emplois. Où en sommes-nous? Le président de la République s'est rébiffé pour dire que ce n'est pas le gouvernement qui donne de l'emploi aux jeunes. Vous l'avez entendu le dire. Justement pour vous démontrer que ces gens n'ont rien à voir avec un projet qui, n'est-ce pas, guide le pays vers l'émergence. Maintenant que nous parlons, l'insécurité s'est accrue à l'est du pays. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Normalement, il fallait avoir adopté une attitude positive des gens qui, n'est-ce pas, étaient en collaboration parfaite avec nos troupes pour, n'est-ce pas, les galvaniser afin de, n'est-ce pas, revendiquer des victoires, récupérer nos terres. Mais observez l'attitude des dirigeants de l'UDPS. Observez comment le pays se gère avec Félix Antoine Tshisekedi. Madame, monsieur de la cacophonie pure et simple, le président de la République, pendant que nous sommes agressés par cette guerre d'occupation, le président prend ses vols réguliers pour aller participer à des forums économiques comme à Davos. Je suis en train d'arriver, madame. Alors ça, c'est peut-être une conférence qui se passe régulièrement chaque année. Et le président de la République, lui qui dit de ne jamais être spécialiste en la matière économique. Comment il s'y rend pendant que ça qui tombe? Mais c'était pour faire entendre la voix de non, mais est-ce que le pays est menacé, il fallait porter la voix, faire entendre que notre pays est sous occupation. Non, non. Le président avait le désir d'assouvir le besoin de voyager comme tout. Mais monsieur Joseph, répondez d'abord à votre question. Alors, je réponds à votre question pour dire... la main, je réponds à votre question pour dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas la recomposition du gouvernement qui garantirait le rétablissement de la paix à l'est du pays. Ce n'est pas nommer encore une fois, en moins d'une année, des nouveaux membres du gouvernement qui fera à ce que les FRDC arrivent à récupérer nos territoires, madame. Qu'on se les dise. Actuellement, vous voyez ce qui se passe, c'est que le pays est abandonné. Tous les ministres sont en train de chercher à faire la campagne de séduction pour être prochainement nommés au sein du gouvernement. Mais d'abord, nous parlons du LGD. Je vous dis, je vais en arriver. Vous dites que ce gouvernement, c'est que je vous dis, le gouvernement de c'est la position nationale ne va pas résoudre la crise sécuritaire à l'est du pays. Exactement. C'est ce que je vous dis. C'est le LGD qui le dit. Je vous rappelle, madame, cadre et président fédéral de mon parti politique. Ce que je vous dis, c'est la position du parti. Le parti LGD pense
que ce n'est pas la recomposition du gouvernement tribal qui fera à ce que nous puissions récupérer nos territoires à l'est du pays. Vous dites non. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, tous les membres du gouvernement sont sur terrain en train de battre campagne pour séduire les chefs de l'État, séduire je ne sais pas qui, afin d'être nommés encore une fois dans le gouvernement, alors que les ministres ont chacun une responsabilité à faire progresser le pays, parlant ici relativement de chaque secteur. Madame, aujourd'hui, le pays est abandonné par des gouvernants de l'Union sacrée. Mais comment vous voulez à ce que nous puissions aller vers la reconquête de nos territoires pendant que, déjà du point de vue commandement, il y a un grand défaut? Vous dites non ou bien vous êtes dans la réticence? Non. Le LGD ne dit pas que nous refusons. Qu'est-ce que vous avez dit? Refus ou bien réticence? Écoutez, les LGD n'acceptent pas et ne pensent pas que la recomposition du gouvernement pour le partage de postes, parce qu'il faut qu'on se le dise, à la manière où le président de la République est en train de réfléchir, parce qu'il se croit être le super-homme sur terre, c'est lui qui remplace Dieu au Congo. C'est lui les garants. Attendez, il est le garant des bons fonctionnements des institutions, mais il n'est pas le garant des vies des gens. Ben, il n'a pas dit qu'il était les garants. Attendez, mais madame. si là, il y a cette proposition d'une formation d'un gouvernement d'union nationale, c'est notamment par rapport à sa vision. Il s'est dit qu'il y a sûrement au sein de l'opposition, il y a des idées qui jaillissent, on se met ensemble, on va converger nos points de vue et il y aura une méthodologie qui pourrait s'appliquer pour notamment mettre fin à l'insécurité à l'Est. LGD, ensemble peut-être, SID, toutes ces formations politiques, vous mettez ensemble parce qu'il faut sauver la nation. Madame Edmund Burke disait, 18e siècle, pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Nous ne pouvons pas être dans l'inaction, madame. Le LGD dit que la recomposition du gouvernement pour le partage du poste, comme nous voyons actuellement, avec les tribalismes qui n'est-ce pas, aujourd'hui s'implantent complètement dans les institutions, ne garantirait en rien la récupération de nos territoires. Mais le LGD pense que les vrais problèmes aujourd'hui endogènes, structurels, formels, qui n'est-ce pas soubassent la mauvaise gouvernance d'aujourd'hui, exigent à ce que nous ayons un franc-parler pour que nous ayons aussi en même temps le courage de discuter, de nous mettre autour de la table, d'analyser les causes fondamentales de l'insécurité à l'est du pays. Comment ce franc-parler va se moi, je vous dis, comme le dit le président Joseph Kabila, qu'il ne faut pas que nous puissions aller rapidement vers des propositions de résolution subjectives. Il faut analyser le fond, d'où vient le problème de l'insécurité, qu'est-ce qui se passe. Mais ça n'a pas commencé avec qu'est-ce qui sous-basse. Écoutez, madame, aujourd'hui, je vous rappelle que l'insécurité a ressurgi à l'est du pays pendant que Tshisekedi est président de la République. Kabila est parti, il n'y avait plus d'insécurité à l'est du pays. Kabila est parti, il a laissé le pays en paix. Kabila est parti, il a laissé les territoires sur ces dimensions de l'époque de l'indépendance. Mais c'est sous Tshisekedi qu'aujourd'hui le pays perd une grande partie des partis riches. Et voilà pourquoi voilà. Ce qui d'ailleurs explique quelque part la mégestion des dirigeants que nous avons actuellement. Alors il faut qu'on se le dise. Nous ne pouvons pas réfléchir du coup la solution sans pour autant passer au commandement de notre pays. Nous voyons dans le département par exemple de la sécurité, dans le domaine de la sécurité. Comment vous pouvez espérer à la reconquête de nos espaces, de nos terres, avec un ministre qui est profane dans l'affaire, qui part ramasser des discours ça et là, madame, des SNOR, ramasser les discours de Churchill, ramasser les discours d'Emmanuel Macron, un responsable, vice-premier ministre, ministre de défense d'un pays en état d'agression. Comment vous voulez, s'il vous plaît, c'est très important ce que je dis, madame. Comment vous voulez que nous puissions aller à la reconquête, une réponse rigoureuse, avec un commandement défaillant comme ça? S'il y a un opposant qui est expert dans la défense, avec la composition du gouvernement d'Union nationale, sûrement qu'il va occuper ses postes et il va mettre sa vision et réparer. S'il y a erreur, il va réparer. Madame, vous savez, moi je dis
que le gouvernement actuel joue leur partition pour la balkanisation de notre pays. Pendant que nous bavardons ici, l'ennemi s'enracine à l'est du pays. L'ennemi nomme des administrateurs. L'ennemi aujourd'hui bat une campagne de laver les mémoires de nos frères qui sont à l'est du pays. L'ennemi bat campagne pour améliorer les conditions de vie de ces gens qui habitent les territoires occupés. Pendant ce temps, que font les gouvernants de Kinshasa? Nous sommes dans des discours de descente, comme si on battait campagne pour se faire élire. J'ai même vu, je me suis amusé de voir, j'ai esquissé un sourire, en voyant une publication d'un monsieur que je connais, qui battait la campagne pour séduire, vendre sa personnalité au chef de l'État pour être nommé prochainement dans le gouvernement. C'est cela. Donc les gens ont oublié le fait que nous sommes dans un pays qui est agressé. Mobiliser ce sont des amusements au sommet de l'État. Rwandaise, pour vous, c'est une manière de séduire le chef de l'État parce que ces personnes-là veulent être reconduites au sein du gouvernement. Non, mais madame, vous savez, Kwanga, et le Balango, Mandekonabiso, Makongo, Kwanga Antikela Bateke. Si ce n'est pas votre domaine, ne forcez pas. Aujourd'hui, on a compris que Félix Antoine Tshisekedi et ses collaborateurs n'ont pas été préparés à gérer ce pays pour le progrès. Qu'est-ce que vous proposez? Ces gens, l'UDPS n'a pas été préparé à gouverner cette nation grande. Maintenant, qu'est-ce que vous proposez? Parce que vous... Son développement. Alors, nous avons dit ceci et nous restons là, madame, là. Que la solution de l'insécurité à l'est du pays commence par l'analyse directe et minutieuse de la mauvaise gouvernance de nos dirigeants politiques à Kinshasa. Après analyse? Mais après cette analyse, nous allons le faire ensemble. Il faut mettre autour de soi tous les Congolais désirés et capables d'apporter une pierre de contribution pour repenser cette manière de gouverner. Là, vous voyez les politiques ou bien les communautés, les... Non, mais écoutez, cette histoire de conflit, madame... Qui viendront analyser cette situation? Madame, cette situation n'est pas que politique. C'est très loin aussi, au-delà d'être politique, ancré dans beaucoup d'autres domaines. Je vous dis ici, j'ai bien loué la démarche des prélats catholiques, l'Église catholique et les confessions religieuses, qui ont tenté de, n'est-ce pas, rencontrer tous ces dirigeants qui influencent d'une manière ou d'une autre la situation à l'est du pays. Je me suis amusé de voir les gens de l'IDP s'insulter. Ah, Cholé Serandi, à Bunagana, comme à Goma, avec Nanga Isouye. Mais vous vouliez quoi? Vous vouliez que Cholé et les autres, monsieur, monseigneur Fulgence Mouteba, Eric Senga, prennent des kalachnikovs pour combattre Corneille Nanga. Mais ce n'est pas leur travail. Il y a des gens qui sont payés, madame, pour protéger les Congolais. Nous payons, nous, la population. Nous payons Félix Antoine Tshisekedi et toute sa bande. C'est pour nous sécuriser. C'est leur responsabilité, d'ailleurs, régalienne. Et alors, s'il faut voir et parler de ce qui se passe, les prélats catholiques ont initié quelque chose pour aller rencontrer ces gens et parler enfin de déceler les vrais soucis. Mais partout où ils passent, je vous rassure, qu'ils ne trouvent que le premier problème. La mégestion, la mauvaise gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi. C'est ça le souci. C'est ça le souci, madame. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez regarder les Congolais en face et les parler de l'amélioration des conditions de vie? Ça devient... excusez-moi, ils vont même peut-être vous gifler. Est-ce que vous pouvez regarder les Congolais en face et les parler de l'état des routes? Commençons par la ville-province de Kinshasa. Non, mais parce que les gouvernants ont failli à leur mission de, n'est-ce pas, assurer une bonne vie, d'assurer la sécurité. Mais pourquoi on reste dirigeant? Pourquoi on se fait élire dirigeant? C'est parce qu'on doit apporter des solutions aux problèmes de la société. Vous comprenez? C'est ça l'aspiration d'être politique. Mais quand on ne peut pas le faire, on se spécialise dans le domaine de l'accusation. Ah, c'est Kabila qui est derrière Mobutu. Ah, c'est Matata qui sponsorise les Kamena Sapou. Ah, mais écoutez, vous n'avez pas été élu, même si vous ne l'étiez pas normalement, suivant la procédure des élections, vous savez.
Mais ce n'est pas pour vous amuser à accuser les gens. Vous, c'est vous qui gérez. Vous avez les moyens, vous avez l'armée, vous avez l'argent de la population. Monsieur Joseph, vous avez dit qu'il faut analyser le problème, déceler le problème. Vous dites que c'est que le prélat catholique, partout est passé, le problème c'était... Les grands problèmes, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Et après la suite? Après la suite, mais il faut qu'on se mette sur table. Mais cependant, l'égoïsme, les mimétismes, l'arrogance des dirigeants politiques aujourd'hui fait à ce qu'il y ait des barrières qui ne peuvent pas s'enlever facilement. Vous voyez, le chef de l'État sort en recompositeur du gouvernement. Il dit non, je vais étendre la main. Mais qui vous dit que c'est ce que les opposants veulent? Vous avez entendu les opposants se plaindre pour avoir de l'argent, pour avoir des postes? Est-ce que c'est ça la garantie? Mais puisqu'il faut... Et l'issue de la crise actuelle, madame? Mais pour vous, l'issue, c'est... L'issue, aujourd'hui, reste dans les dialogues. Les dialogues qui nous permettent à nous remettre en cause entre Congolais, toutes ces profanations, toute l'instrumentalisation de la justice, toute procédure d'urgence de déblocage d'argent à la Banque centrale, comme a fait Nicolas Kazadi et ses collaborateurs. C'est ce qui fait, c'est ce qui fera à ce que nous puissions analyser comment est-ce qu'ensemble, actant l'incompétence de Félix Antoine Tshisekedi, nous pouvons réagir pour restaurer la paix à l'est du pays. Et ça ne peut pas se passer sans que nous ayons l'occasion d'être, n'est-ce pas, écoutés sur une table, discuter, mais aussi sous l'égide, non pas du président de la République, mais de la société civile, de l'Église qui doit être au milieu, afin de, n'est-ce pas, nous mettre ensemble, écouter, pour restaurer la paix à l'est du pays. Vous savez, là où aujourd'hui le gouvernement n'arrive pas, l'Église existe. À Bunagana, l'Église catholique existe. Ok? Au Rwanda, l'Église existe. En Ouganda, l'Église existe. Voilà pourquoi les prélats catholiques et les confessions religieuses ont facilité d'arriver ça et là, sans problème. Parce que ce ne sont pas des politiques. Ils n'apportent que des propositions de paix. Et ce processus exige de nous le dépassionnement de tout ce qu'il y a comme velléité politique et égoïsme au sommet de l'État. Donc le LGD soutient la position de l'ECC et la SYNCO pour cette sortie de crise. Exactement. Exactement. Le LGD soutient bien et pense que c'est la meilleure de propositions qui puisse exister, parce que le peuple n'attend pas de nous demain voir Madame Jaël être nommée ministre du gouvernement, remplaçant Acacia Bundolo. Non. Le peuple de Goma, le peuple de la RDC, la population de Bukavu, de Saké, de Minova, n'a pas besoin d'entendre ce qu'on a nommé Madame Jaël à la place de notre ministre, jeune ministre de la jeunesse. Mais, le peuple attend des résolutions idoines qui permettront à ce que nous puissions rétablir durablement la paix à l'est du pays. Rétablir durablement la paix, il y a eu aussi Kinshasa qui propose à Washington un accord sur le minerai en échange d'une aide militaire, une demande adressée dans une lettre adressée au secrétaire d'État américain. Vous pensez que Kinshasa, c'est là, vous soutenez aussi ça, cette proposition de Kinshasa? Madame, je dois vous le dire et vous le répéter, comme l'officier prussien Clausewitz disait, Kiwis Pakem Parabellum. Un grand chantier, l'armée. Un grand chantier qui ne se bâtit pas en une seule journée. Vous ne pouvez pas imaginer que vous allez restaurer la paix à l'est du pays par l'aide d'une armée et d'une troupe étrangère. La preuve, c'est que Félix Tshisekedi, depuis qu'il a commencé par battre campagne de séduction pour avoir le soutien des armées à l'international, la paix ne s'est jamais rétablie à l'est du pays. La paix ne peut que se rétablir avec nos forces de l'ordre comme en 2013. Je vous l'ai dit, madame. Une armée dissuasive, une armée compétente et capable de, n'est-ce pas, imposer la paix à l'est du pays. C'est ce qu'il nous faut. Mais avec ces gouvernants, c'est très impossible parce qu'ils sont dans l'illusion de s'imaginer que c'est la communauté internationale
qui apportera la paix en RDC. C'est cette communauté C'est la SADC internationale qui soutient le Rwanda. Le Rwanda, si le Rwanda est militairement, entre guillemets, fort, c'est parce qu'il est soutenu par cette communauté internationale. Voilà pourquoi si la RDC aussi a besoin d'avoir aussi un allié de taille pour mettre fin à la situation Madame, à l'Est. C'est pas qu'on exclut les FARDC, les FARDC seront en première position et les autres viendront. Vous avez vu dans ce pays, Félix Antoine Tshisekedi recruter les mercenaires, non pas noirs, mais des mercenaires blancs. Pour la première fois. Vous savez que c'est pour la première fois dans ce pays, il y a eu Félix Tshisekedi le premier. Il est le premier président à avoir recruté en grand nombre. Mais quand même, vous reconnaissez s'il vous plaît, son prédécesseur a aussi eu de mercenaires. Vous les avez eu où? Vous les avez vus où? Montrez-nous des images. Ce sont des allégations infondées que vous devez vous réserver de dire ici. Donc, Félix Tshisekedi, vous confirmez qu'il est le seul parce Félix Antoine Tshisekedi est le premier président depuis que le pays a accédé à l'indépendance d'avoir amené en grand nombre. Mais lorsque vous dites en grand nombre, alors il y a eu d'autres qui ont mené en petit nombre. Non, je suis en train de vous parler des réalités. Grand nombre. Alors les autres, voilà pourquoi je vais même poser la question. Alors, son prédécesseur aussi avait eu. Madame, je suis en train de vous informer. C'est moi qui vous donne l'information et mon avis aussi en même temps. Je vous rappelle ici que depuis que le pays a accédé à son indépendance, Félix Antoine Tshisekedi est le seul président qui amène en grand nombre les mercenaires blancs qui font même sa sécurité en public. Pendant que nous avons une armée régulière dans ce pays. Félix Antoine Tshisekedi est le seul président qui imagine et qui pense que la communauté internationale fera à ce que nous puissions imposer les respects dans la sous-région. Félix Antoine Tshisekedi pense que avec les nominations de gens qui lui plaisent, mais qui ne sont pas compétents, nous allons arriver par récupérer nos territoires à l'est du pays. C'est ça le grand problème. Alors que nous ne pouvons pas avoir une paix durable avec les troupes étrangères, Machiavel l'a dit. Nous ne pouvons qu'avoir la paix durable avec nos troupes. Il faut renforcer ici notre armée afin d'imposer le respect dans la sous-région. Il y a recrutement. Je vous rappelle. On a lancé, il y a le FARDC, il y a recrutement. Permettez-moi de chuter, madame, sur ce point-là. Qui adhère plutôt au FARDC, notamment pour sauver le pays. Madame, ces militaires étaient chèrement payés, recrutés par le président lui-même. Il n'avait pas honte de sillonner avec les blancs mercenaires qui était en train de lui protéger. Ça veut dire que les citoyens premiers de ce pays ne pensent qu'à sa propre sécurité d'abord. Combien de Congolais étaient sécurisés par les mercenaires blancs à l'est du pays? Posez la question. Alors ici, il faut préciser une chose. Ce n'est pas la SADC qui viendra imposer le respect de la RDC dans la sous-région. Le problème ici, c'est la mauvaise gouvernance politique des dirigeants de Kinshasa qui fait à ce que nous ayons cette situation que nous avons à l'Est, parce que le président de la République a conclu beaucoup désaccords avec l'EAC, avec la SADC, avec tout ce que vous voulez. Mais la finalité, c'est quoi? Nous continuons régulièrement à perdre des territoires. Donc d'où vous ne soutenez pas? Nous ne soutenons pas le projet, cette proposition de Kinshasa. Cette proposition ridicule de céder les minéraux au prix d'avoir la garantie de la sécurité. Mais puisqu'il y a la guerre à l'Est à cause de ce minerai, au lieu de passer toute cette communauté internationale qui est restée là, Madame, pourquoi pas venir officiellement traiter directement avec le pays? Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'Afghanistan? Je vous rappelle que les États-Unis ont essuyé une grande humiliation en Afghanistan. C'est ces États-Unis-là que nous espérons qu'au Congo, ils vont nous apporter la paix, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire du Vietnam? Les États-Unis ont essuyé une grande humiliation au Vietnam. Et c'est aux États-Unis que nous partons encore une fois commander la sécurité pour imposer la paix dans la sous-région. Je vous dis et je vous répète, la paix durable ne peut que s'imposer. Parce que d'ailleurs, Napoléon Bonaparte a dit, une paix durable est victorieuse. Et pour être victorieuse, il nous faut avoir une armée régulière forte, dissuasive, capable d'imposer les respects dans la sous-région. Je vous rappelle, madame, que nous avons 9 voisins.
Aujourd'hui, c'est le Rwanda et l'Ouganda, peut-être quelqu'un d'autre qui peut nous déranger. Mais attention, demain ça peut être l'Angola. Entre les États, il n'y a pas d'amitié. Monsieur Joseph, Entre les États, il n'y a que des intérêts. Et c'est ça la diplomatie. Alors, il nous faut nous doter d'une armée capable à assurer la sécurité des plus de 100 millions d'habitants que nous avons. Nous devons avoir une armée capable de sécuriser les ciels congolais, les fleuves et tout ce que nous avons comme frontière avec les pays qui nous environnent. Alors, pour ce faire, il nous faut un leadership, un leadership de qualité et une gouvernance orthodoxe, une gouvernance exemplaire. Mais ce que nous avons actuellement avec Félix Antoine Tshisekedi, c'est une gouvernance qui est sous la trappe du sous-développement. Donc vous êtes aussi nous sommes ancrés. Mais exactement, Félix Tshisekedi a prouvé à suffisance qu'il n'a jamais été préparé à diriger ces pays. La preuve, c'est que hier, la RDC n'avait même pas de dette extérieure. Mais aujourd'hui, on est à plus de 10 milliards de dettes. En même temps, l'insécurité progresse, la famine. Je vous rappelle ici que sur 4 Congolais, un Congolais meurt de faim chaque jour. Nous sommes rentrés dans la phase des gens malnutris dans ce pays. Nous sommes aujourd'hui sous le seuil des premiers 5 pays pauvres du monde, madame. Et ça, c'est sous la gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi qui démontre à suffisance que c'est une gouvernance nauséabonde, une gouvernance malheureuse, une gouvernance qui nous apporte plus de soucis et de troubles que la paix. Voilà. Monsieur Joseph, vraiment malheureusement le temps ne nous permet plus de continuer cette mission. Votre mot de la fin, je sais qu'il y a eu des idées qui ont jailli, nous sommes à la fin. Tout à fait. Les Congolais vous écoutent. Les Congolais nous attendent, ils savent que... Par rapport à la situation à l'Est, un message de réconfort, un message aussi notamment de patriotisme. Nous transmettons les condoléances aux familles qui voient leurs proches mourir chaque jour par cette insécurité que nous vivons à l'est du pays. Nous transmettons toutes nos peines, toutes nos pensées aux familles éplorées par la mégestion des gouvernants de Kinshasa qui cause la mort de plusieurs à l'est du pays, mais aussi dans les grands Bandundu et ailleurs. Vous savez, aujourd'hui, le pays n'a pas besoin de partage de postes. Le pays n'a pas besoin de recomposer les gouvernements. Voilà pourquoi aujourd'hui le gouvernement est démissionnaire. Madame Souminoa se retrouve partout, sauf là où il y a eu l'urgence. Madame Souminoa, hier qui battait campagne pour le changement de la Constitution, actuellement il continue à battre campagne pour mobiliser je ne sais pas qui, pour aller trouver la solution à l'insécurité à l'est du pays, alors que ces gens, ces gouvernants, ces ministres sont payés par vous et moi pour nous assurer la sécurité. Et donc, il est grand temps aujourd'hui de nous réveiller, de ne pas être malmenés par les accusations saugrenues de Jean-Pierre Bemba et les autres, tendant à incriminer ceux qui ne sont même pas en train de gérer ces pays, alors que c'est eux qui gouvernent, c'est eux qui gèrent. Ce pays a besoin de solutions réfléchies sur les causes fondamentales, n'est-ce pas, de l'insécurité, de la famine, de la mauvaise gouvernance, pour faire un bond vers le progrès. Et ça ne peut pas se passer avec ces piètres gouvernants que nous avons aujourd'hui à la tête de nos institutions. Parce que les hommes forts définissent les institutions fortes. Les institutions fortes définissent alors les progrès. Et le progrès ne peut que venir avec une gouvernance axée sur le résultat, une gouvernance programmée avec un leadership de qualité. Mesdames et messieurs, ce sont les mots de M. Joseph Edeba de LGD que j'ai reçus sur ce plateau de votre émission à l'écoute. Quant à moi, je vous dis merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve ce mercredi avec notre invité. Au revoir. Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi umvwa. Nyonso ngetu bamukewa. À l'écoute pour s'informer.
À l'écoute pour s'informer.